Bienvenue dans le magazine de la lettre de l'acheteur. On n'en parle pas assez, le marché des matières premières, des produits agricoles présente énormément d'opportunités. Je vous propose d'évoquer un aperçu des articles que vous pouvez retrouver sur ce site du magazine de l'acheteur. Aujourd'hui, on commence par parler du café du Brésil. En effet, c'est une sécheresse record en ce moment qui pénalise les producteurs du jamais vu. On a effectivement une sécheresse qui fait grimper les prix de gros à leur plus haut niveau depuis des années. Il faut savoir que le taux en vigueur pour les grains arabica prisés ont atteint 1,70 $ la livre. C'est près de 60% de plus que l'année précédente. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les conditions anormalement sèches à la fin de la saison de croissance au Brésil sont en cause avec des précipitations dans la région du Minas Gerais qui ont été les plus faibles jamais enregistrées. Or, il faut savoir que le Brésil produit généralement un tiers de l'approvisionnement mondial en grains de café. Donc, ce ne sont pas seulement les cultures tropicales qui sont touchées par cette sécheresse. Il y a également les produits de base canadiens comme le blé, le canola et l'orge qui, du coup, connaissent des prix records avec en plus une chaleur extrême dans l'ouest canadien qui convergent pour faire monter les prix. Un autre article intéressant sur une actualité, on parle cette fois-ci de la pêche. Il faut parler des fruits et la tendance est baissière cette fois. Un recul de plus d'un tiers de la production qui favorise encore une fois la hausse des cours de la pêche. Il faut savoir que la production de pêche devrait reculer de 30% par rapport à 2020, de 37% même par rapport à la moyenne, et c'est la conséquence des gelées historiques qui ont frappé toutes les régions. Il s'agirait de la production la plus faible depuis 1975. Il faut savoir que le couloir rhodanien a été particulièrement touché. L'offre limitée permet certes le soutien des prix, supérieur à celui des années précédentes, mais les agriculteurs sont à la peine. En PACA, le gel a causé des dégâts très importants dans le Vaucluse, d'autant plus que la végétation était en avance. Et bien, en mai, les orages fréquents ont causé des chutes physiologiques. Et bien, qu'est-ce que ça donne dans la vallée du Rhône? Un gel historique en intensité, jusqu'à moins 10 degrés, et en durée. Donc, les arbres sont très peu chargés. Tout cela a un impact. De son côté aussi, la Grèce tape sur une demi-récolte. L'Espagne prévoit une baisse d'un quart comparée à la moyenne. Donc, c'est toute l'Europe qui souffre du côté des pêches. On passe maintenant à une autre rubrique, toujours dans ce domaine des fruits qui sont décidément soumis aux aléas. Parlons de la cerise. Il faut savoir que l'offre est réduite de moitié par le gel historique d'avril. Oui, ça date d'avril, mais les conséquences se font toujours sentir. En fait, la production de cerises est estimée à 16 000 tonnes. C'est cette année une demi-récolte qui est recueillie par rapport à une année standard. Le gel historique a touché particulièrement la vallée du Rhône et il s'agira donc de la production la plus faible depuis 1977. La production la plus faible depuis au moins 46 ans et en termes de rendement, et bien là aussi on touche des planchers extrêmement bas. En Languedoc-Roussillon, les pluies intenses de mai ont fragilisé les fruits et malgré un potentiel initial qui était vraiment prometteur, et bien les gelées ont impacté les rendements de 14%. Donc une année difficile. Une production de burlap qui a été très réduite, conséquence du gel, et puis des précipitations en mai. Tout cela, ça nous donne en région PACA des difficultés de production. À cela s'ajoute la drosophile qui entraîne des pertes supplémentaires. La lutte contre le gel a toutefois permis de sauver entre 20 et 50% du potentiel de production. Voilà ce que vous pouvez retrouver comme article. Ce sont des exemples simplement sur ce site de la lettre du mec de l'acheteur, très bien fourni. On passe maintenant à une interview d'un agriculteur et pas des moindres, c'est le président de la Chambre d'agriculture, le vice-président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Restez avec nous. C'est l'heure maintenant de l'interview. Nous sommes avec le président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Il est lui-même agriculteur dans la Creuse. Il s'appelle Jean-Marie Collomb. Jean-Marie Collomb, bonjour, vous m'entendez ?
Oui, bonjour, je vous entends très bien. Alors, je suis pas président de la Chambre d'agriculture, je suis vice-président. Oui, c'est ce que j'ai dit, vice-président. Ah, d'accord. Et vous gérez notamment une exploitation de 180 hectares de 120 vaches de race limousine. Plus largement dans la Creuse, quelles sont les spécificités de cette agriculture dans cette région-là ? Eh ben, dans la Creuse, donc c'est une agriculture familiale avec des exploitations de taille moyenne comme la mienne, surtout axée sur le bovin viande avec deux races, la race limousine et la race charolaise. Et il y a quelques éleveurs laitiers et un peu d'ovins. Très bien. Alors, quels sont les enjeux en ce moment ? La production, vous êtes dans des bonnes conditions de production ? Les conditions, oui. Après, c'est vrai qu'on traverse, les autres années, on traversé des sécheresses. Cette année, bon, c'était plus humide. Après, on arrive toujours à faire notre travail et tout. Les conditions où elles sont dures, c'est la condition économique, on va dire, parce que depuis des années, le monde de l'élevage traverse une crise où on vend nos produits pas à leur juste valeur, que ce soit la viande ou le lait ou plein d'autres choses. Alors, c'est vrai que les agriculteurs ont besoin d'être soutenus, accompagnés. Quelles sont vos recommandations pour les aider à produire et à faire face aux exigences de financement qui sont parfois difficiles dans ce secteur ? Ce que je peux dire aux agriculteurs, déjà, c'est de pas s'endetter, d'avoir une exploitation à taille humaine, c'est-à-dire de pas que consacrer tout notre temps au travail non plus. Il faut avoir une vie de famille, une vie de loisirs, d'avoir autre chose à côté. Et après, si j'ai quelque chose aussi à dire, c'est surtout aux consommateurs de consommer français et local. Très bien. Est-ce que le virage bio dans votre région, il se décline comment ? Ça prend de l'ampleur ? J'ai pas compris. On parle du virage bio dans l'agriculture moderne. Comment ça se décline dans votre région ? Le bio, oui, ça prend petit à petit. Après, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que ce soit le conventionnel ou le bio. Parce que si demain on fait que du bio sur toute la France, déjà les gens ne pourront pas se le payer, et en toute catégorie ne pourront pas se le payer, et en plus déjà, après il y aura que du bio, donc il va perdre, ça voudra plus rien dire, et en fait il va perdre de la valeur. C'est-à-dire que les agriculteurs qui seront en bio, ça sera un produit standard, et le bio on veut pas le standardiser, donc pour pas le standardiser, faut qu'il soit rare. On entend des mouvements contre la viande, disant que c'est pas bon pour la planète. Est-ce que des producteurs comme vous, des éleveurs, ça a un impact ou pour vous ça reste marginal ? Alors déjà, je voudrais rétablir parce que produire de la viande et avoir de l'élevage comme on a chez nous, qui pâture et tout, au contraire, c'est bon pour la planète parce que des vaches, ça pâture de l'herbe, et l'herbe, ça capte le carbone. Donc dire que produire de la viande et avoir des vaches et tout, ça réchauffe la planète, c'est totalement faux. Ça, c'est une grosse erreur. Alors je dis pas, les grands élevages qu'il y a aux États-Unis de 50 000 bêtes où ils pâturent pas de l'herbe, ils donnent du soja OGM et tout. Là, effectivement, ça c'est à bannir. Mais l'élevage qu'on a en France, l'élevage de pâture à des troupeaux à taille humaine, c'est-à-dire une centaine de vaches ou même 150 vaches, ça c'est très bon pour la planète, c'est très bon pour l'environnement parce que ça fait de la biodiversité. Très bien. Une autre question concernant le pouvoir d'achat en France. Cette année a été difficile pour beaucoup de Français. Est-ce que ça s'en ressent ? Il y a des gens qui aimeraient acheter de la viande mais qui ne peuvent pas. Est-ce que c'est un frein pour vous ou fort heureusement ça ne se sent pas trop dans les ventes de viande aujourd'hui ? Le pouvoir d'achat, j'ai bien peur qu'on se cache derrière ça. Alors je dis pas, c'est dur pour tout le monde, les fins de mois sont durs pour tout le monde, mais c'est surtout les priorités qu'on a. Et vous regarderez dans les foyers, tout le monde a le dernier smartphone ou plein d'autres choses, le dernier, les jeux vidéo et tout ça. Et ça dépend ce qu'on veut mettre en premier, qu'est-ce qui est plus important pour vous. Et c'est vrai que la nourriture passe souvent en second plan par rapport à toute autre chose, les loisirs et puis les choses high-tech. Et c'est fort dommage. C'est vrai qu'au moins vous avez cet avantage-là, l'iPhone, ça fait beaucoup de choses, mais ça ne se mange pas. Enfin, autant si on parle justement de bien-être pour la planète, je suis pas sûr que les fabrications d'iPhone, les piles au lithium et tout soient très bons pour la planète par rapport à la viande. Très bien. Eh bien, je vous remercie Jean-Marie Collomb d'avoir été avec nous. Il est agriculteur à la Chapelle-Saint-Martial, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Creuse, et il est déjà dans les champs auprès de ses bêtes pour faire cet élevage. Merci pour cet entretien et ce coup de projecteur sur l'agriculture dans la Creuse. Dans un instant, on passe à la rubrique que vous connaissez bien, la Commo du jour.
Bonjour et bienvenue dans la rubrique La Commo du jour. Notre invité, l'analyste senior chez Day by Day, Mathieu Driol. Mathieu Driol, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors de bon matin, directement, nous allons parler du blé meunier. C'est un véhicule d'investissement intéressant en ce moment ? En tout cas, la configuration graphique semble assez pertinente. Il faut se remettre un petit peu en arrière sur l'histoire du blé meunier pour y trouver vraiment un bel intérêt. Une première jambe de hausse depuis janvier 2018 assez forte qui avait mis un terme à une très très longue phase de consolidation à plat. Une phase de correction un peu plus prononcée, consolidation à plat, et puis une nouvelle accélération courant septembre-octobre 2020 qui enfin définit une véritable tendance haussière puisqu'on a alors la formation de creux et de sommets ascendants. Après un plus haut à 240,25, les cours ont consolidé et sont revenus tester le support majeur à 199, travaillé à de très très nombreuses reprises. Ce niveau est un véritable pivot en fait dans l'analyse, renforcé par le ratio de 62% de retracement de Fibonacci. La réaction haussière des derniers jours devrait permettre à la tendance de reprendre, et si la tendance reprend, ce sont de nouveaux plus hauts qu'il faut anticiper, probablement en direction des 250. Merci beaucoup Mathieu. Alors c'est pas fini parce qu'il y a un autre produit intéressant, c'est le jus d'orange surgelé. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors là, on est sur un début de possibilité de quelque chose. Alors je prends, mais je tenais en fait à avertir sur le fait que le jus d'orange, était en très longue phase de baisse, jusqu'en, on va dire, 2019-2020, où il a commencé à former un premier plat. Il en est sorti par le haut et il forme depuis 2020 et 2021 un second plat. Ça agit comme étant des véritables en fait bases de fondation pour le développement futur d'une tendance. Développement futur d'une tendance, quel pourrait être ce signal ? C'est au-dessus de 131. Pourquoi ? On le voit sur ce graphique, ça a été un pivot à la baisse pendant de nombreux mois. On a déjà testé à trois fois ce niveau. À chaque fois, on a baissé, mais on a baissé de moins en moins. Et la pression augmente. On vient de franchir d'ailleurs la moyenne mobile à 200 périodes. Attention, une clôture au-dessus de 131 pourrait déclencher une phase d'accélération assez nette pour un potentiel, ma foi, non négligeable, puisque la résistance clé, la forte résistance, c'est à 172. Donc, à surveiller dans les semaines à venir. Très bien, Mathieu. On va suivre vos conseils. Nous étions avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. C'était le point de la Commo du jour. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on va passer au JT Vu. D'ailleurs, c'est vendredi et c'est un journal supplémentaire pour vous. Merci de votre attention.